Alors, on vous propose une table ronde avec des convictions et des représentants notoires de solutions. On est dans la salle d'Enzymes sur Tech, donc on va être innovant. Ça vous va? Alors, on va commencer pour parler des échanges, des enjeux plutôt. Donc, autour de est-ce que l'IA générative est un game changer, du fine-tuning, de la productivité et puis de la data, de la donnée. Qu'est-ce qu'on peut avoir sur la partie données profiling. Et donc, Francis, Christophe et Benoît, je vous propose de nous partager vos convictions sur ces sujets. Francis, tu peux peut-être commencer sur la notion de game changer. Il y a des micros? Alors, il y a des micros. Pascal, est-ce qu'on commence à se présenter la première fois qu'on parle? Alors, ouais. Allez-y en commençant la première. Ok, très bien. Donc, enchanté, je suis Francis Palini, je suis le président de la société Ecilia. Nous sommes éditeurs de la plateforme Modulaire, qui est un logiciel de gestion, CRM, ERP, extranet, spécialisé dans la distribution d'assurance. Donc, la relation client, c'est vraiment au cœur des métiers de nos clients. Hein, tu as dit que tu nous payes un café, tu payais un café à celui qui disait le plus de fois le mot relation client, hein, c'est bien ça? Hein, ok, bon. Une fois déjà. Bonjour à tous, je suis Morgan Mariano, je suis directeur commercial d'une société qui s'appelle Namirial et qui est représentée sous le nom Neteos, qui est le nom de la technologie que nous avons. Et donc nous faisons tout ce qui est vérification d'identité, vérification documentaire, signature électronique et communication certifiée et autres. Bonjour tout le monde, Christophe. Donc je suis cofondateur de Zelros. Zelros, on est un éditeur technologique, on développe un moteur de recommandation pour le monde de l'assurance, voilà, qui aide nos utilisateurs à être plus proactifs, plus personnalisés et plus efficaces dans la distribution de leurs produits d'assurance, vie ou non-vie, tout type de produits. Et donc bonjour à tous, Benoît Legros, moi je travaille chez Shift Technologies, on est une InsurTech et on fournit des solutions basées sur l'intelligence artificielle pour aider les assureurs à mieux servir leurs clients à travers un certain nombre de cas d'usage, que ce soit la détection de fraude, la lutte contre le blanchiment ou la meilleure prise de décision pour gérer des sinistres. Donc on repart sur les enjeux. Donc la notion de est-ce que l'IA générative est vraiment un game changer ou juste un buzz sur LinkedIn? Alors bon, chez Ecilia, Pascal, on croit beaucoup au potentiel de l'IA générative. Alors pourquoi? Bon, sur le plan technologique, l'IA générative, c'est une évolution des technologies qui sont d'ores et déjà mises en œuvre au quotidien dans les assurances, bon, que ce soit dans l'actuariat pour l'analyse ou la prévision de données, que ce soit dans la détection de fraude, dans l'analyse de conversation, dans les chatbots. Mais finalement, chez les courtiers d'assurance, ce sont des technologies qui sont très peu, voire pas du tout mises en œuvre, sauf chez les plus gros. Alors, l'IA générative dans ce contexte va apporter des nouveaux cas d'usage, notamment dans le traitement du langage naturel et la génération de contenu personnalisé, donc ce qui va permettre de fluidifier les relations avec les clients, d'augmenter le conseiller d'assurance, on a eu un très bon exemple juste avant, de prendre le relais du conseiller 24/7, voire d'automatiser complètement certaines tâches. Mais pour moi, ce qui change le plus fondamentalement, c'est qu'avec un même modèle, avec un seul appel API, on va pouvoir réaliser un certain nombre de cas d'usage qui précédemment nécessitaient des modèles différents, des paramétrages différents, voire des entraînements sur des données, des apprentissages sur des données qui n'étaient pas très flexibles. Et ça, là, ça va vraiment apporter de la facilité dans l'utilisation et ça va rendre l'IA, tous les cas, en tout cas la plupart des cas d'usage de l'IA, beaucoup plus facilement accessibles, notamment au courtage d'assurance. Benoît. Donc je suis d'accord avec tout ce que tu dis, Francis. Peut-être pour prendre un autre angle, et pas redire ce que tu viens de dire, je pense qu'il y a pourquoi c'est game changer, l'IA générative, c'est parce que c'est beaucoup mieux compris, ou tout au moins ça augmente la perception du grand public. En fait, on utilise des technologies d'intelligence artificielle depuis longtemps. Il y en a dans un certain nombre de produits, mais c'est pas compréhensible, c'est pas lisible
par les utilisateurs, que ce soit des gestionnaires de sinistres, des souscripteurs, que ce soit par les assurés. Alors que là, la révolution qu'on a vue dans la dernière année, c'est vraiment cette perception, cette capacité à comprendre. Alors, une partie de l'IA générative, tout le monde ne comprend pas tout, mais en tout cas, ça a un impact. Et donc, ça a un impact sur les attentes des assurés, sur les attentes. Et donc, je pense que c'est ça qui peut être un game changer dans cette nouvelle technologie aussi. Au-delà de l'aspect technologique, c'est les attentes et la perception du grand public sur le fait qu'on est face à une révolution. Benoît, on commence à entendre parler de fine-tuning de RAG. Est-ce que ça signifie une maturité, une approche plus segmentée, plus spécialisée ? Oui, alors effectivement, là, on va rentrer un tout petit peu pour être technique. Donc, voilà, vous savez tous que le 30 novembre 2022, on va bientôt fêter les 1 an. OpenAI a révélé au monde entier voilà, la technologie qui a permis à tout un chacun de l'appréhender avec sa version ChatGPT. Donc, à la base, ce sont des modèles dits modèles de fondation. Donc, c'est tout simplement un modèle unique entraîné sur tout Internet. Donc auparavant, il fallait entraîner tâche par tâche pour la voix, pour le sinistre, pour chaque tâche, entraîner un modèle différent, ce qui demandait beaucoup de données de qualité, labellisées, etc. Là, l'innovation, c'est que la technologie a permis à OpenAI d'entraîner une bonne fois pour toutes un immense modèle sur tout Internet, donc virtuellement à tout savoir-faire. Donc déjà avec cette capacité, ça ouvre des champs des possibles incroyables en programmant ces modèles, non plus en les entraînant, mais en utilisant ce qu'on appelle du prompting. Donc je pense que vous avez tous, ou beaucoup d'entre vous, commencé à utiliser comment parler à ces modèles de fondation. Donc nous, chez Zelros, notre conviction, c'est déjà avec ces modèles de fondation prêts à l'emploi et avec du prompting intelligent et surtout des données d'entreprise de qualité, le champ des possibles est extrêmement important. Le fine-tuning, c'est-à-dire se faire son propre modèle ou le perfectionner pour une tâche, on le voit dans un deuxième temps. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'entreprises qui aient besoin aujourd'hui de le faire. Donc voilà, le message, c'est utilisons déjà extrêmement bien ces modèles et le fine-tuning arrivera dans un deuxième temps. Donc faisons attention à ne pas couler, enfin à foncer sur les premières idées sans creuser un peu. Absolument. Francis, dans les enjeux, on avait abordé en préparant 2 sujets, la productivité et la notion de données internes, open data et la donnée noire. Dans les enjeux, peux-tu nous donner ton point de vue sur ces sujets, l'impact de l'IA générative, les enjeux sur la productivité et sur la gestion de la donnée ? Sur la productivité, alors on assiste évidemment à une infusion généralisée de l'IA dans toutes les activités de l'entreprise et il ne se passe pas un jour aujourd'hui sans qu'on ait un éditeur de logiciel qui annonce un nouveau produit, une nouvelle fonction ou l'amélioration de fonctions existantes grâce à l'IA et en particulier à l'IA générative. Et tout ça vient directement au service de la performance opérationnelle de toutes les entreprises. Les activités de distribution d'assurance sont particulièrement documentaires. On traite une masse très importante de documents et c'est le domaine d'excellence de l'IA générative. Donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait des bénéfices très importants pour particulièrement les distributeurs d'assurance en ce qui concerne des fonctions telles que le classement ou la synthèse de documents, la transcription de conversations, l'assistance à la rédaction de documents, la génération d'idées, la génération d'images, etc. Et ça à travers tous les canaux téléphoniques et canaux digitaux, y compris en temps réel, on l'a vu dans l'exemple de Dilwyn. Alors du coup ça constitue un véritable avantage concurrentiel pour les distributeurs d'assurance et tout l'enjeu va être pour eux de s'équiper des bonnes solutions mais aussi d'être capable de les coordonner entre elles pour bénéficier d'un effet de levier maximum. Donc une vision systémique et non pas cas d'usage par cas d'usage. Oui, tout à fait. Ok. Alors tu me passes. Hop. J'en profite pour passer sur les cas d'usage en production, puisqu'on voit un concours du nombre de cas d'usage en ce moment sur les réseaux sociaux. Donc voir un petit peu. Mais quelle en est la réalité aujourd'hui ? Donc les sujets qu'on va aborder, c'est une notion de critères d'éligibilité et l'IA générative versus ce qui existe déjà en termes d'IA. Morgane, peux-tu nous refaire un retour et le point de vue de Neteos et de tes convictions personnelles ou Neteos d'ailleurs ?
C'est de Neteos. Neteos. Donc nous, dans les domaines que j'évoquais tout à l'heure, et dans le monde de l'assurance, on voit un besoin et une nécessité et une évolution sur tout ce qui est traitement de volume. Dans le monde de l'assurance, on voit beaucoup de volume passer. Donc on repère que l'IA générative peut aider les équipes et le service client, par exemple, à traiter toutes ces données. On a aussi un usage qu'on est en train de projeter sur les complexités des données. On reçoit beaucoup de données qui sont complexes dans les entrées en relation, où l'IA générative va venir aider l'humain à traiter tout cela. Et aussi dans tout ce qui est analyse de données non structurées, où on va avoir beaucoup d'informations, et l'IA générative va venir apporter une aide, encore une fois, à tout ce qu'on peut prendre en compte, et on en reparlera tout à l'heure. Christophe, peux-tu nous parler des objets ou des informations qui sont aujourd'hui parfaitement gérées par de l'IA, IA ou IA générative, un couple qui peut être associé, parce qu'on le sait bien, faire de l'IA pour 10% d'activité sur des cas d'usage, c'est pas vraiment pertinent. Oui, non, alors c'est aussi ce qui est assez fascinant avec ces nouveaux modèles, c'est qu'ils traitent de façon uniforme n'importe quel type de données, qu'elles soient structurées, qu'elles soient non structurées. Il n'y a pas besoin de lui expliquer la façon dont est organisée l'information pour qu'il la comprenne de par sa compréhension intrinsèque finalement de ce qu'il a déjà vu sur Internet. Voilà, chez Zelros, on utilise littéralement ces technologies, mais un peu de façon inversée par rapport à ChatGPT. Peut-être que certains ont utilisé ChatGPT, on lui donne une instruction assez simple et il va plutôt déverser une information assez complexe et assez longue. Voilà, il est assez verbeux, il aime bien parler. En entreprise, je pense que c'est le fonctionnement inverse, c'est-à-dire qu'on va utiliser ces modèles génératifs plutôt en mode synthèse, c'est-à-dire lui donner en entrée de multiples informations, donc des informations issues de la connaissance client d'un CRM. On va pouvoir le connecter également sur Internet pour lui donner le droit d'avoir accès à des informations récentes. Bien sûr, les informations documentaires, les FAQ, les bases de données. Et de façon synthétique, il va appréhender ces données hétérogènes et vous permettre d'avoir une aide à la décision personnalisée à votre contexte, au contexte de votre client. Benoît, tu peux compléter ? Et je suis d'accord sur ces effets d'extraction d'informations, donc données non structurées, beaucoup d'informations dans les documents. On peut avoir dans un cas de sinistre, avec du corporel, on va avoir des dizaines de rapports, beaucoup d'informations, et comment on arrive à guider, à aider en utilisant ces capacités de lire et de comprendre des gros volumes de données. Après, c'est une brique qui va être utilisée. Après, il y a beaucoup d'algorithmes à mettre derrière. On a tous entendu parler des hallucinations des IA génératives. Donc, ce n'est pas une solution magique, on plug et puis ça va faire le travail. Hein. Mais on peut utiliser toutes ces capacités d'extraction d'informations en itérant sur un certain nombre de cas pour venir nourrir des algorithmes qui, derrière, vont aider typiquement dans la gestion de sinistres ou la détection de fraude, par exemple. Benoît, non, Morgane, excuse-moi. Aujourd'hui, une question se pose. Est-ce qu'on va alimenter des nouveaux processus ou est-ce que c'est en complément de processus existants? Est-ce que les solutions qui commencent à être mûres aujourd'hui, dans quelle situation on se retrouve? Alors nous, dans notre domaine, on le voit comme de l'amélioration de processus existants. Donc on a notre façon de travailler qui n'a pas changé de tout au tout demain. Et dans notre façon de travailler, on voit qu'il y a des plus sur l'IA générative qui vient améliorer tout ce qui est entrée en relation, tout ce qui est traitement de contrat, pour donc améliorer les processus existants. Est-ce que, à ton sens, aujourd'hui, le chiffre magique de 99,99% est atteignable par des solutions en IA générative en termes de traitement? Alors, nous aujourd'hui, on a été déjà, juste pour revenir un tout petit peu en arrière, on a été pionnier il y a plus d'une dizaine d'années pour l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les processus d'entrée en relation à distance, donc que j'évoquais tout à l'heure, tout ce qui est vérification d'identité, documentaire, signature principalement. Aujourd'hui, on est aussi
au cœur de l'IA générative et on met d'ores et déjà des cas d'usage pour des clients qui sont en train d'être mis en place avec des processus sur tout ce qui est traitement des contrats. Quand une personne va vouloir signer un contrat, elle va vouloir repérer des informations majeures dans un contrat sans aller réfléchir à quelle page il y avait ces informations. Elle va pouvoir utiliser l'IA générative pour aller chercher les informations qui vont lui être restituées en temps réel. D'accord. Pour poursuivre, le sujet suivant, l'IA générative, c'est pour qui? Mais plutôt, donc là, on a un parterre d'InsurTech, d'assureurs, de conseils. C'est la cible pour utiliser ce genre de produit, c'est les grands groupes, c'est des PME d'assurance. Francis, quelle est ta position sur le sujet? Ma position, c'est que l'IA générative, elle s'adresse à tout le monde. Alors évidemment, les plus grands groupes qui ont déjà l'habitude de déployer des solutions d'IA, que ce soit par des fournisseurs de solutions externes ou mieux encore quand elles ont un service d'innovation en interne, sont avantagés. Mais compte tenu du différentiel de productivité, des avantages, des enjeux concurrentiels que représente l'IA générative, toutes les entreprises, même les plus petites, devront y passer. Alors elles devront se tourner du coup vers des solutions externes généralistes comme celle de Microsoft ou de Google par exemple, mais aussi bien sûr vers des ERP ou des CRM spécialisés dans leur secteur d'activité. Alors aujourd'hui c'est juste une question de timing à mon sens. Une question de timing parce qu'on est face à une offre qui est extrêmement instable et immature et peut-être est-il urgent d'attendre. C'est-à-dire que, voilà, par exemple, on a d'un côté Microsoft qui mise tout sur GPT, mais qui sort des versions majeures tous les 3 mois. À côté de ça, on a Amazon et Google qui ont des produits qui sont très prometteurs et très différenciants, mais qui ne sont pas encore matures. Et puis, les meilleurs modèles sont aussi tout simplement pas accessibles aux PME. Par exemple, GPT-4 128K Turbo n'est pas disponible dans Azure OpenAI. Et comme tu le sais, Copilot, l'assistant basé sur GPT de Microsoft, est réservé aux entreprises de 300 personnes. L'entrée, c'est 300. C'est 300 licences E3. Voilà. Et aux 365 en service. C'est ça. Et puis il y a des modèles open source, on en a parlé aussi, hein, qui sont moins coûteux et plus spécialisés, qui peuvent être plus performants sur certains cas d'usage, mais qui peuvent être rapidement dépassés. Donc voilà, aujourd'hui c'est difficile de faire des choix pour l'avenir, pour un avenir et d'investir sélectivement sur les bonnes solutions. Benoît, dans quel cadre de fonctionnement B2B, B2C, B2B2C pour toi? Nous, chez Shift Technologies, on travaille avec les grands assureurs, les grands courtiers, enfin le monde de l'assurance en général, mais plutôt des grandes entreprises qui vont avoir capacité à transformer et à intégrer des technologies dans des projets, dans des solutions qui vont répondre à des cas d'usage. Et donc on est plutôt sur des effets de masse. Cette productivité, elle va avoir un impact encore plus important quand on a des centaines de gestionnaires. Après, la question, c'est plutôt comment on peut incorporer ces outils, ces technologies dans des logiciels qui eux-mêmes pourront après se déployer et être proposés à plusieurs courtiers, par exemple. Et donc là, on n'a plus l'enjeu de taille, puisque c'est bien la brique d'intelligence artificielle va être mutualisée finalement avec plusieurs clients finaux. Donc tous les cas sont possibles, mais je pense que l'impact le plus important sera quand même sur les grandes entreprises qui vont avoir la capacité à appréhender ces technologies et à les déployer en production. Très bien. Après vous avoir ouvert des perspectives, excusez-moi, mais on va parler de limites quand même un petit peu. Alors, sur ces limites, premier point, la qualité de données. Est-ce que c'est un passage obligé? Et l'IA intégrée ou les interactions avec les fameux SI originels. Francis, sur la qualité de données, tu peux revenir, tu as déjà abordé ce point dans les enjeux. Oui, sur la qualité des données, Christophe, tu en as parlé tout à l'heure, on a 2 types de données finalement dans les systèmes d'information des courtiers en tout cas. Des données structurées, fiables et très faciles à présenter à l'IA d'un côté. De l'autre côté, des documents, principalement, qui sont très hétérogènes, avec des présentations très variées. Et des contradictions à l'intérieur des documents quand on a des exceptions
des exclusions générales, quand on a des clauses tout sauf, et puis des contradictions aussi entre documents, avec des notions d'ordre de priorité entre documents. Et ça, aujourd'hui, sans quand même une phase de préparation de ces données, on a des résultats, des réponses qui peuvent être tout simplement fausses. Et il est illusoire pour un petit courtier de préparer toutes ces données. Donc là, on a une vraie limite par rapport à la qualité des données sur cette problématique d'hétérogénéité des documents et des formats de documents. Benoît, tu peux compléter ? Ouais, pour le formuler peut-être un peu différemment, l'IA générative justement permet d'avoir des données moins structurées en entrée, comme autrefois où il fallait faire des modèles de machine learning sur des données parfaitement nettoyées. Donc on n'a pas ce besoin d'avoir des données parfaitement clean au démarrage, et au contraire, il faut travailler en parallèle sur la qualité de la donnée et les cas d'usage et la technologie. Après, l'enjeu de la donnée reste majeur, puisque les cas d'usage qui vont apporter le plus de valeur, ça ne va pas être ceux où on est seul, où un humain pose quelques questions à son IA générative, mais c'est bien quand on est intégré pour moi dans le logiciel. Pour répondre à ton deuxième point, on est intégré avec toutes les données qui existent chez l'assureur, et c'est là où on va pouvoir créer encore plus de valeur en termes de cas d'usage. Et donc il faut bien sûr beaucoup d'intégration et beaucoup de données pour que ça soit pertinent. Donc c'est pas tant un enjeu de qualité qu'un enjeu d'intégration globale au sein du système. Donc un mix entre les données internes et les données externes. Je pose quelques questions. Oui, tout à fait. Les données externes vont enrichir les modèles. Alors après, que ce soit au niveau du modèle ou des données externes qui sont liées à l'assurance, qui vont venir nourrir, soit en pré-entraînant les modèles, soit en le nourrissant au moment du cas d'usage. Christophe ? Oui, pour compléter, en fait, on pense, nous chez Zelrose, que l'UX, donc l'expérience collaborateur, va être extrêmement importante. Si l'IA générative est un N+1 outil ou quelque chose d'à côté, voilà, je pense que ça sera plutôt source de complexité qu'autre chose. On sait que l'assurance et les collaborateurs sont déjà saturés et bardés de différents systèmes, donc il ne faut surtout pas que l'IA générative en soit une de plus. Donc les questions d'expérience utilisateur, comment on apporte l'information de façon fluide dans les process intégrés, c'est extrêmement important. Et puis sur la qualité des données, effectivement, la façon dont on le voit, c'est que même si la donnée n'est pas parfaite, en fait, l'IA va permettre déjà de faire une première utilisation, et voire même va pouvoir vous aider et vous guider sur la façon de l'améliorer. Donc l'IA générative permet aussi de rentrer dans ce process itératif vertueux de conseil. On le voit sur le KYC par exemple. La solution va permettre d'aider d'améliorer le KYC en avertissant qu'un champ est manquant par exemple. D'accord. Et Morgane, tu veux compléter ? Ouais, je suis tout à fait d'accord, et je vais faire le lien avec la partie KYC où quand on parlait d'IA avant, si on a par exemple une pièce d'identité qui va être de mauvaise qualité, même les meilleurs des IA ne pourra pas résoudre le problème d'identification. Ça sera pour nous les mêmes cas sur l'IA générative. Si la qualité à l'entrée n'est pas bonne, il y aura une réponse, il y aura une solution, mais qui ne sera pas adaptée au cas métier de l'assurance, ou qui ne sera pas adaptée à ce qui se passe. Donc je suis vraiment d'accord avec la qualité de données en entrée. Christophe, tu as parlé du côté collaborateur. Non, moi, je dis CX, Collaborateur Experience, plutôt que UX, mais... Voilà, expérience utilisateur. Utilisateur. Peter, lorsqu'on a préparé la table ronde, nous a demandé d'aborder, juste avant la conclusion, la notion d'IA augmentée, et donc du change par rapport à ça. On a très peu de recul. Mars, les premières annonces, les premiers cas d'usage qui apparaissent, qui sont publiés, ceux qui se déroulent sans bruit. Tu as un point par rapport à ça, quid du change ? Oui, la conduite du changement, bien sûr, va être nécessaire. Alors, on n'a pas de recul, on a un petit recul quand même, parce que l'IA, quand elle est apparue en, on va dire, 2014-2015, il y avait eu déjà ce réflexe de est-ce que l'IA va me remplacer, est-ce que j'ai vraiment envie en tant qu'expert d'entraîner l'IA à peut-être un jour faire mieux que moi. Donc je pense que cette première acculturation, elle a déjà eu lieu, voilà, grosso modo entre 2017 et 2022.
Donc à nouveau se reposent les questions, mais qui restent un peu les mêmes. Donc oui, il va falloir continuer à éduquer. Je pense que sur l'IA générative, le cas particulier, effectivement, c'est sur l'aspect hallucination, imprécision. Donc même dans son imprécision, elle est déjà beaucoup plus utile que si on ne l'avait pas. Mais ça demande d'avoir un regard critique, et je pense que c'est sur cette partie-là qui n'existait pas avec les autres types d'IA qui étaient plus, on va dire, plus fiables, ou en tout cas plus prédictibles. Là, avec cette IA générative, ça demande, là aussi au niveau du X, d'expliquer que l'information est peut-être incomplète, ou de mettre clairement les sources de l'information, et surtout en tant qu'humain, de comprendre aussi et de prendre avec des pincettes ce que l'IA propose. L'IA générative a le droit à l'erreur nativement. Voilà. Bien, j'aime bien. Morgane, tu veux compléter? Absolument. Nous, dans notre domaine, on le voit vraiment comme une augmentation de la qualité du service à nos clients, et un complément à l'humain. Il y a plus de 10 ans, effectivement, il y avait l'IA qui rentrait en jeu dans nos domaines d'application, avec toujours une question 10 ans en arrière: est-ce que c'est une technologie qui va complètement remplacer ce qu'on fait? L'IA générative, pour nous, c'est exactement la même approche. On le voit comme un complément à l'humain, donner de l'information à la fois pour nos technologies en interne, notre service client, apporter des informations plus rapidement, et la finalité étant de donner un service à nos clients qui va être meilleur. Donc on le voit vraiment comme un complément à l'humain pour améliorer tout le processus dans la partie assurance. Merci. Et pour conclure, comme c'est le moment, donc on s'est dit que c'était une façon de rédiger un petit peu cette lettre au Père Noël. On va faire un tour complet et dans 3 mois, parce que c'est vrai que là, aujourd'hui, sur cette histoire, on est dans un horizon. Alors, je mets de côté ce qui s'est passé ce week-end, mais est-ce qu'on peut se faire une projection à 3 mois? C'est intéressant de demander cela à des dirigeants et cadres supérieurs d'entreprise. On n'est plus passé à 5 ans, ni 3 ans, on est à 3 mois. Tu te lances? Allez, j'essaie. Je crois qu'effectivement, il faut être très humble et dire que technologiquement, il va y avoir des sauts, il va y avoir des soubresauts. Comme tu le disais ce week-end, on a vu beaucoup de choses. Après, la direction, on voit qu'il va y avoir des évolutions, mais ça ne va pas transformer fondamentalement. Pour moi, ce qui est la question principale, c'est celle des cas d'usage. Et comment on apporte la valeur, c'est en s'intégrant dans des processus métiers, dans des systèmes de gestion, dans des données qui existent déjà. Et tout ça, ça ne se fait pas en 3 mois. Donc même si la technologie peut avoir des sauts qualitatifs en 3 mois, la valeur, elle ne va pas se changer fondamentalement en 3 mois. Et c'est bien en s'intégrant progressivement qu'on va voir les évolutions sur un cycle qui correspond à celui du monde de l'assurance, et comment on transforme des organisations internes. D'accord, donc on se met au travail. Christophe? Non, je pense que ce qui va être intéressant de regarder et de suivre, c'est quand même OpenAI. Encore une fois, c'est OpenAI qui a lancé la course le 30 novembre 2022. Donc ils ont une certaine longueur d'avance sur tous les benchmarks. Même les modèles open source sont encore très très loin. Une question que je me pose, c'est: est-ce que OpenAI a déjà son GPT-5 en labo? Est-ce qu'il attend avant de le révéler? Quand va-t-il le révéler? Et quand on a vu la rupture que OpenAI a pu apporter en introduisant un nouveau modèle, s'il se mettait à en introduire un encore plus puissant, même si les cas d'usage restent les mêmes, résoudrait encore beaucoup de problèmes qu'on a évoqués là. Et ça peut être demain. On l'a vu effectivement ce week-end. Ils peuvent annoncer ça demain, dans 3 mois, dans 1 an ou jamais. Mais c'est un peu le point d'interrogation, ce qui est excitant aussi. Morgane? Oui, donc 3 mois, c'est demain. Donc ça, pour nous, je dirais que ça ne va pas changer énormément, puisqu'on fait de la recherche et on cherche des cas d'utilisation sur l'IA générative. Donc pour nous, 3 mois, ça sera juste les premières mises en production de nos technologies pour analyser des contrats. Mais la technologie, elle continuera à évoluer.
Et il y a forcément, comme pour l'IA il y a quelques années, il y a forcément un décalage entre tout ce qu'on fait comme recherche et tout ce qu'on essaye d'améliorer comme processus et le mettre en production sur des cas d'usage dans l'assurance avec des clients. Donc 3 mois c'est de même pour nous, 3 mois c'est juste notre premier projet de mise en production sur les contrats. Et Francis ? Alors moi, si j'avais 3 vœux à formuler, ce serait déjà une meilleure compréhension globale des documents complexes. La multimodalité qui est apparue il y a quelques semaines amène déjà beaucoup à ce niveau-là, mais on attend encore plus. C'est l'explicabilité des résultats. Et puis, c'est l'émergence de leaders et la stabilisation des offres pour qu'on puisse foncer dans nos investissements sur des solutions d'avenir. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Si on a un peu de temps, on a de temps. Ça veut dire oui. Tu veux qu'on s'occupe des actuaires? Il y a combien d'actuaires dans la salle? Ça va, on peut y aller. J'en ai pas entendu parler. J'en ai pas vu. Peut-être, il me semble, alors je suis pas actuaire et je suis pas spécialiste, mais que ça reste quand même une discipline aussi très réglementée, où il faut des choses prouvables, il faut des scénarios, voilà, et donc le prouvable, la réglementation et la reproductibilité des choses, c'est pas ce que c'est très bien faire forcément l'IA générative. Donc j'imagine que peut-être c'est pour ça qu'il n'y a pas de cas, ou peut-être qu'il y en a, mais qu'on ne connaît pas. Mais c'est vrai que c'est une discipline très particulière. On retombe sur le vœu de Francis d'explicabilité. C'est un vrai sujet. Et dans le service client, être en situation de pouvoir expliquer pourquoi on propose ça, c'est aussi un vrai sujet. Je pense qu'en termes de réglementation, c'est quelque chose qui pointera son nez aussi. D'autres questions? Vous avez faim? Non. Désolé, on va attendre. Je crois que alors, peut-être pas pour répondre directement à la question, mais dire s'il y a un enjeu d'apprentissage et de savoir les informations dans toutes les entreprises sont très limitées, qui a le droit d'avoir accès à quoi, comment. Et puis dès qu'on parle de modèle d'apprentissage, on va vouloir apprendre. Alors soit on est sur des modèles qui ont appris juste sur des données publiques et ça va, mais dès qu'on va vouloir avoir des cas d'usage plus intéressants où on apprend sur les données internes, ben finalement on partage les résultats de ces données beaucoup plus largement que ce qu'on ne le faisait avant. Et donc je pense que c'est un enjeu sur lequel il faut continuer à travailler. Et il n'y a pas une réponse magique qui dit comment on fait. C'est plutôt comment dans le cas d'usage, quelle information. Et je pense que c'est un champ qui est effectivement très important à adresser dans les prochains mois et les prochaines années pour savoir traiter cette confidentialité d'informations. Et à la fois dans l'aspect confidentialité qui peut être très important. On n'a pas parlé de tous les enjeux de compliance. Et puis aussi dans un enjeu d'efficacité. D'avoir une réponse qui soit personnalisée en fonction de différents cas d'usage, différentes règles qui étaient peut-être plus classiques et plus faciles à faire dans un monde avant l'IA générative. Juste pour compléter, effectivement, je pense que ce que vous avez cité, ces étages successifs d'IA, je pense que là on est encore au tout début, c'est des champs de recherche importants, mais probablement des pistes intéressantes par rapport à un traitement en une fois. Probablement il y aura des étages qui seront mis en place, mais je pense qu'on est encore au tout début là-dessus. Si je peux rajouter un élément aussi de réflexion, on a aussi une problématique sur le respect des finalités de traitement du RGPD, puisqu'on fournit beaucoup d'informations à l'IA.
et on n'est pas forcément capable de lui indiquer pour quelle finalité telle donnée personnelle avait été collectée. Et lui, après, dans son grand shaker, il ressort des résultats et il utilise des données personnelles, peut utiliser des données personnelles, donc il faut être très vigilant à ça, pour lesquelles la personne n'avait pas donné son consentement. Donc ça, c'est des vraies problématiques. Et dans ce qui est déjà disponible, avoir une traçabilité de d'où vient la donnée qui a été collectée, comment elle a été manipulée et le résultat qui en a été fait, après X ajustements aussi dans son entraînement, est un sujet. Donc on perd un peu la traçabilité. Pas un peu, on perd complètement la traçabilité. D'autres questions? On clôt. Ah. Je pense que tout est envisageable. Je crois que c'est d'ailleurs sur la table. Est-ce qu'on a envisagé de faire faire passer l'ensemble de la certification ORIAS à l'IA? Ils ont déjà passé le diplôme d'avocat, donc. L'enjeu de réglementation, bien sûr, il est là. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé du tout aujourd'hui et avec tout l'IA. Ça a été abordé à l'Airbus Factory. Voilà. Ce sujet a été abordé. Mais, donc c'est effectivement un sujet majeur. Comme on le voit, en plus d'un pays à l'autre, la façon d'appréhender cet enjeu d'explicabilité est différent. Il y a des pays qui sont plus en avance, peut-être aussi pour des questions de tradition juridique, et qui vont demander de fournir des documentations, ou un même assureur en France ou dans un pays anglo-saxon par exemple va avoir une approche assez différente sur la certification des modèles, la validation, et de savoir à présenter la preuve que à la fois des moyens mis en œuvre pour entraîner le modèle. Donc voilà, donc c'est des problématiques qui bien sûr sont travaillées. Après, qu'est-ce que ça veut dire en termes de certification de l'IA? Là, on arrive à des questions. Il y a une notion de reproductibilité aussi, c'est-à-dire qu'on repasse plusieurs fois. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de repasser plusieurs fois le même prompt. Comme elle se nourrit de l'ensemble de l'information, si vous repassez, vous allez avoir une situation potentiellement différente de la première réponse que vous avez eue. Donc, après, les résultats de l'IA sont quand même utilisés sous la supervision d'un agent d'assurance, d'un personnel d'assurance, et il va y avoir un vrai enjeu du coup de formation des personnels à identifier les forces, les faiblesses et être capable de se distancier par rapport aux résultats que fournit l'IA. Le Boston Consulting Group, par exemple, a mené une étude auprès de 750 de ses consultants sur deux types de tâches, des tâches créatives et des tâches de prise de décision. Ils ont constaté une augmentation de la performance de 40% quand même sur les tâches créatives, mais une baisse des performances de 25% sur les tâches de prise de décision. C'est-à-dire que même des consultants expérimentés ont pris pour argent comptant finalement les conseils de ChatGPT, et il faut être vraiment formé à cette prise de distance. On le doit d'une part par le RGPD, parce que quand une décision est prise par un système automatisé, on doit l'indiquer au client et lui offrir un recours auprès d'un humain, et puis on le doit tout simplement par respect auprès des assurés. Pas d'autres questions? Sinon, on fait toute la journée dessus. Peter Napers. Marada, merci. Merci beaucoup. Merci à tous.